Bonsoir à tous. Pour ceux qui viennent pour la première fois, depuis novembre 2024, on fait une série de webinaires mensuels de restitution de recherches menées avec le CI3P. Il y a un certain nombre de webinaires qui ont eu lieu. Vous pouvez retrouver sur la page, sur notre site, où il y a juste les présentations. Et ce mois-ci, à la demande depuis quelque temps de plusieurs patients, mais aussi de professionnels de santé avec qui on exerce, que ce soit dans la formation, les milieux de soins ou la recherche, je reviens sur une recherche qui n'a pas été menée avec le CI3P, mais qui est un axe de recherche qui a permis d'asseoir une méthodologie qui a été initiée d'une part dans un premier temps à l'Université de Montréal avec la création du modèle de Montréal, et puis à la création du centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, où on utilise en fait ce référentiel de compétences dont je vais vous présenter le processus pour recruter des patients. Alors, pour ceux qui connaissent pas, en fait, on recrute des patients d'abord pour ne pas leur nuire, c'est-à-dire que on les mobilise sur la base de leur savoir expérientiel et des compétences à travers lesquelles ils les mobilisent pour essayer de les mettre dans des environnements dans lesquels ils vont se retrouver dans une situation favorable qui va leur permettre d'avoir un autre regard sur les épreuves qu'ils ont vécues et de ne pas rajouter une épreuve à l'épreuve et les mettre dans des environnements en fait qui pourraient les mettre dans une situation d'échec. Donc c'est un peu particulier par rapport à notre série de webinaires, mais comme c'est l'assise méthodologique du Centre d'innovation du partenariat avec les patients et qu'on me l'a demandé, je me suis dit pour finir l'année, je vais représenter ce travail que j'ai déjà présenté à la communauté de patients et avoir un an ou deux. Ça peut être un rappel pour certains et puis ça peut être la connaissance, l'éclairage de comment s'est construit en fait ce référentiel de compétences. Alors souvent, on a tendance à dire on a conçu quelque chose. Moi, j'ai rien conçu. En fait, je n'ai fait qu'identifier à travers des recherches une réalité. Et après, c'est vrai que dans la dernière partie, c'est-à-dire le référentiel de compétences que j'ai publié et qu'on a publié avec la direction de collaboration et partenariat patient de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je vais l'expliquer après, mais effectivement, il y a une finalisation qui, elle, est une conception, mais à partir de réalités identifiées. Donc aujourd'hui, je suis co-directeur patient du Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, que je co-dirige avec le professeur David Darmon, qui est directeur du département d'enseignement et de recherche en médecine générale, et qui est vice-président de diversité en responsabilité du campus santé, et avec Jean-Michel Benatar, qui vient d'arriver, qui est coordinateur opérationnel, avec lequel on forme un tandem de partenariat opérationnel médecin-patient. Et donc l'utilisation de ce référentiel est mobilisée le plus souvent en tandem de partenariat. Tous les entretiens qu'on fait sont faits en tandem de partenariat. J'ai aucun lien d'intérêt autre que ceux de porter le partenariat. Et j'ai pas de lien d'intérêt avec ceux qui font commerce de la santé. L'objet du webinaire, donc, c'est expliciter l'émergence dans le cadre d'un axe de recherche successive de compétences de la vie avec la maladie organisée en référentiel au fil des recherches. Donc ça s'oriente en 7 étapes. J'ai commencé par une maîtrise de droit de la santé, dans laquelle en fait je me suis intéressé aux patients formateurs auprès des étudiants en médecine, suivi d'un master recherche en sciences de l'éducation, et puis une recherche-action en santé mentale. Et puis c'est parallèlement, avec une recherche-action en santé mentale dans le cadre d'une recherche européenne, hein, la recherche-action Emilia. Une recherche herméneutique dans le cadre de la codirection d'une revue internationale des savoirs des malades qui a produit la première note de synthèse sur les savoirs expérientiels des patients. Une thèse en sciences sociales, un post-doctorat en santé publique que j'ai fait au Canada. Et une dernière recherche menée pour la direction de collaboration et partenariat patient à une époque où on a commencé à faire des examens pour l'entrée en internat de médecine à Montréal, mais je vais revenir sur le sujet. Donc la première étape, ça a été une recherche auprès des étudiants en médecine. Donc dans ce cadre-là, j'ai eu tout un axe de recherche de droit, aussi bien du droit français, des droits incommunautaires et des recommandations internationales, mise en perspective des rapports de la conférence des doyens des facultés de médecine en France, dans lequel il y avait une certaine dimension critique sur ce qui manquait en fait dans les études. Et parallèlement à ça, j'ai fait une première enquête auprès de populations composées de patients formateurs. Des patients formateurs sollicités par les professeurs de médecine, mais c'était vraiment à l'époque des initiatives personnelles de professeurs de médecine. Donc je suis allé les voir pour leur demander pourquoi ils mobilisaient des patients dans la faculté de médecine. Et puis comme j'allais observer aussi les dispositifs pédagogiques avec ces patients formateurs, j'ai pris des contacts d'étudiants qui le souhaitaient bien et je les ai vus 6 à 9 mois après pour voir en fait quel impact ça avait pu avoir, quoi.
Et de ça est sorti un premier mémoire de droit avec des premières notions de pratique commune. J'avais pas comme idée vraiment encore les compétences, bien que j'ai quand même identifié quelle était la première notion historique de la compétence. La compétence, historiquement, c'est une notion juridique. C'est la compétence d'une institution à pouvoir avoir un cercle d'action. La deuxième étape, ça a été de poursuivre ce travail en sciences de l'éducation. Alors, je l'ai pas encore dit, mais je l'ai un peu dit en me qualifiant comme co-directeur du Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public. Je suis un malade. Et quand j'ai commencé ce master en sciences de l'éducation, il se trouve que j'ai eu des problèmes de santé. J'ai dû faire un traitement assez technique et assez fatigant. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de refaire une enquête de terrain. J'ai penché vers une recherche herméneutique dans la littérature, une recherche qui est devenue une recherche historique, en triangulant trois empreintes dans ce que je pouvais trouver dans la documentation. La première, ça a été la création des premières facultés de droit, de philosophie et de médecine, et puis comment ces structures de formation sont modifiées dans le temps. La naissance des politiques publiques, qui sont nées à peu près à la même époque que la création des facultés. Et puis la troisième, c'était les traces de la relation médecin-patient dans le temps, de la sortie du Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle. Et puis j'ai repris parallèlement dans la perspective de ce que j'avais un peu analysé dans cette recherche historique, j'ai repris les données que j'avais collectées sur les entretiens. Et puis j'ai commencé à refaire une nouvelle analyse de ces données. De là sont sorties vraiment les prémices en fait de pratiques communes dans le détail. Et donc, ce que j'appelais pas encore des compétences, mais l'étape suivante, ça a été la recherche-action dans le cadre du laboratoire de promotion de la santé, ce qui était à l'époque Maison Blanche, qui est maintenant le laboratoire de promotion de la santé du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Et dans cette recherche, on avait une commande de l'Union européenne qui était si on accompagne des usagers de la psychiatrie qui ont déjà eu plusieurs hospitalisations, des hospitalisations récurrentes vers des possibilités de pouvoir d'agir, est-ce que ça aurait une incidence sur le nombre de consultations, le nombre de jours d'hospitalisation et les prescriptions médicales? Et à l'intérieur de ça, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié des besoins qu'avaient les usagers en santé mentale et on a construit des formations. Donc c'est un truc avec 14 États membres et 7 pays, je crois que dans ma mémoire il y avait 7 pays expérimentateurs. On se croisait les informations, les co-conceptions de formations et on a créé un certain nombre de formations et au sein de ces formations, dans la dernière partie, à partir des besoins, j'avais été embauché parce que étudiant les patients formateurs, j'étais moi-même patient formateur, bien que je me suis pas étudié dans les études. Et j'ai été identifié pour le travail que j'avais fait parce que les membres du labo connaissaient un peu mon action. J'ai été embauché pour aider les usagers de la psychiatrie à vraiment voir quelles étaient leurs vulnérabilités et à partir de quoi on pouvait travailler, qu'est-ce qui les intéressait de travailler par rapport à ça. Mais ça a été vraiment aussi des données assez intéressantes dans lesquelles j'ai pu croiser les travaux que je faisais dans les mémoires académiques. La quatrième étape, ça a été la note de synthèse et la co-direction avec Emmanuel Jouette d'un numéro de la revue Pratique de formation analyse, qui est une revue de sciences de l'éducation qui avait été créée par Arduano, qui est un professeur assez connu dans les sciences de l'éducation et sciences de l'éducation et politique. Et ça a été une recherche vraiment dans la littérature scientifique. Et on a publié cette note de synthèse accompagnée d'un certain nombre d'articles. Il y avait un article de l'anthropologue de la santé assez connu à l'époque, Sylvie Fanzang. Il y avait un article de Catherine Tourette-Turgis avec qui on a conçu après la première université des patients dans une faculté de médecine. Et donc là, ça a été vraiment l'histoire d'avoir vraiment une vue d'ensemble de ces savoirs expérientiels. Et donc ça, c'était 1 an avant les travaux d'Angela Coulter. Nous, c'était plutôt un travail, je dirais, d'analyse qualitative. 1 an après, il y a cette chercheure du NHS, Angela Coulter, qui a publié suite à une étude longitudinale, des données quantitatives sur le nombre d'heures de soins que produisaient les patients, c'est-à-dire jusqu'à 6250 heures par an, alors qu'ils passaient en moyenne sur plusieurs années entre 5 à 10 heures selon leur maladie au singulier ou au pluriel, avec des professionnels de santé dans le soin. L'étape suivante, ça a été une thèse en sciences sociales, spécialité sciences de l'éducation que j'ai choisie à la fin. Et dans cette thèse, en fait, ça faisait 3 ans que j'avais fait ma première enquête de terrain et que j'avais
donc construit un observatoire informel. Et ce qui remontait, c'était qu'il y avait certains patients qui s'étaient institutionnalisés. Et quand je croisais par rapport à ce pourquoi les professeurs de médecine avaient mobilisé des patients à l'origine, la formation des médecins, mais aussi de beaucoup de professions de sciences de la santé, ça se passe à l'hôpital. Donc au moment où on voit le patient qui est en crise, y compris un malade chronique en crise, mais ils n'avaient pas du tout de visibilité de la vie avec la maladie au quotidien de ces patients. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de confronter le langage courant avec le langage qu'utilisent assez rapidement les étudiants en médecine, qui sont en fait souvent, comme je dis moi souvent, hein, depuis on a monté de nombreuses formations à la collaboration interprofessionnelle, c'est vraiment un processus interculturel, hein. C'est-à-dire que entre professions, ils ont des mots précis, spécifiques et aussi en France, parce qu'on est les rois de ça, beaucoup de sigles qui sont très particuliers. Et donc c'est posé la question, et ça j'en ai parlé avec Catherine Toat-Turgis, avec qui on montait l'Université des patients, et ce qui est sorti assez rapidement, c'était que les patients qui agissent seuls, étant en contact qu'avec des professionnels de santé, ils finissent par s'institutionnaliser. Alors que ceux qui étaient en même temps qu'agissaient dans des associations, eux qui étaient dans des communautés, que ce soit des groupes d'entraide ou des communautés de patients, continuaient à garder cette vigilance par rapport au langage qui fait qu'ils s'institutionnalisent moins. Et donc j'ai décidé, suite à ce constat, je vais élargir mon champ de recherche. Je ne vais pas regarder juste dans les facultés de médecine et dans les autres instituts de formation de santé, mais je vais aussi aller regarder ce qui se passe dans des groupes d'entraide, ce qui se passe dans des associations, ce qui se passe dans d'autres manières de créer. Et j'ai trouvé un contradicteur à l'époque qui s'est défaussé au fil de l'entretien, un philosophe, Philippe Barrier, que j'ai rencontré à cette occasion-là. J'avais lu sa thèse avant la blessure à la force sur l'autonormativité, dans lequel il avait fait une enquête, et je l'ai interrogé sur le sujet. Malheureusement, au fil de l'entretien, il a trouvé que cette idée de patient formateur était assez intéressante, alors que je l'avais identifié un peu comme un contradicteur. Mais donc voilà, donc dans ce cadre-là, j'ai fait toute une première partie où j'ai discuté de la pertinence d'utiliser encore le terme de patient, parce que aujourd'hui les patients ont la parole, les patients mobilisent leur savoir expérientiel, etc. Alors que, en fait, étymologiquement, le mot patient, c'est souffrir en silence. Donc, ce qui est plus vraiment le cas, même s'il y a encore beaucoup de patients qui n'osent pas prendre la parole, de moins en moins, c'est le cas. Et puis, j'ai décidé de continuer à garder quand même ce titre de patient, parce que j'accompagnais le lancement de l'Université des patients à cette époque-là, et donc j'étudiais ce qui s'y passait. J'étudiais le début de mobilisation de patients dans les facultés de médecine que j'avais commencé déjà à étudier, mais qui prenait un peu plus d'ampleur. J'étais aussi sollicité suite à la publication de la note de synthèse par l'Université de Montréal, avec lequel on faisait un travail de fond et dans lequel on organisait déjà de premiers dispositifs pédagogiques. Et tout ça m'a fait dire que si je voulais accompagner le changement par cette thèse, il valait mieux pas que je change le terme de patient. C'est comme d'ailleurs on a décidé d'appeler patient partenaire à Montréal, alors qu'en France on utilisait beaucoup le terme de patient expert, qui amenait beaucoup de tension l'utilisation de ce terme. Et donc de cette thèse, on sont sortis en gros le fait que déjà, en fait, le savoir des malades était devenu un fait social, avec la publication 2 ans après par le British Medical Journal d'un édito qui disait laisser la révolution des patients advenir. Et puis surtout ce référentiel de compétences que j'ai appelé à ce moment-là un référentiel de compétences génériques dont chacun pouvait s'emparer, qui deviendra après un référentiel de compétences intégrées dans la recherche suivante. Donc la recherche suivante, ça a été, j'ai été sollicité au Canada suite à la publication de la note de synthèse et on m'a proposé d'aller faire un post-doctorat en santé publique à l'Université de Montréal et en même temps d'être embauché comme conseiller pédagogique au sein du bureau facultaire de l'expertise patient partenaire qui est devenu assez rapidement la direction collaboration partenariat patient. Et donc ça a permis en fait de créer le continuum d'engagement des patients pour aller vers le partenariat qui a été publié dans la revue Santé publique. Ça c'était la partie post-doctorat. Et puis j'avais écrit donc la note de synthèse avec Emmanuel Jette et Olivier Lasvernias qui ont dirigé une revue qui s'appelait Nouvelle coopération réflexive en santé, dans lequel j'ai publié l'article avec la première arborescence des patients partenaires, avec l'objectif que tout chacun puisse devenir patient partenaire dans ses propres soins et pour aider à la développement de la culture, au développement de patients partenaires, formateurs dans
l'apprentissage des sciences de la santé, dans les milieux de soins et dans la recherche. De ça est né en fait à la direction de collaboration partenariat patient en fait ce référentiel de compétences que vous connaissez je pense pour la plupart ou qui est accessible qui a été publié assez rapidement par la direction de collaboration partenariat patient donc avec je vais pas le décrire mais juste avec trois degrés en fait d'implication des patients hein. D'abord 5 compétences qui permettent aux patients de devenir patients partenaires de ces soins pour peu qu'ils rencontrent un professionnel ou des professionnels de santé partenaires. Un deuxième socle de 5 compétences qui sont la socialisation de ces savoirs expérientiels à travers des compétences qui permettent de mobiliser les patients partenaires dans la formation, dans les milieux de soins et dans la recherche. Et puis un troisième bloc de compétences qui permettent vraiment d'accompagner une transformation. Le modèle de Montréal est vraiment pour nous un nouveau paradigme du soin, quoi, parce qu'on passe vraiment en fait de l'approche centrée à l'approche de faire avec les patients, quoi. Et donc j'ai fini ma présentation à peu près à l'heure, parce qu'on s'était dit qu'on ferait à peu près 20 minutes, 25 minutes, et on a commencé un peu plus tard, et puis que le reste serait un temps d'échange avec vous. Donc j'espère que j'ai pas été trop bavard, et qu'on va pouvoir échanger à partir de cette base-là.